Bonjour, chers amis. On continue notre lecture du livre Finance d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like, de s'abonner à la chaîne. On commence. Chapitre 9. Introduction à l'analyse financière. Donc, ici, c'est en quelque sorte le premier chapitre dans une série de chapitres qui vont suivre, se rapportant tous à la notion de diagnostic et d'analyse financière, qui est une des principales tâches du directeur financier et des analystes financiers de façon générale. On privilégie l'analyse financière de l'actionnaire et du créancier. Il s'intéresse à la richesse économique actuelle et future de l'entreprise dans laquelle ils ont mis de l'argent. On évoque ici principalement le concept de création de valeur. C'est la confrontation entre le capital économique investi et les richesses futures dégagées par l'entreprise en tenant compte des risques encourus. L'analyse financière moderne présente l'entreprise comme un projet économique qui consomme des richesses en vue d'en produire d'autres, afin de mettre des richesses dans ce projet pour en bénéficier d'autres. Des divergences d'intérêts naissent entre les ayants droit, gestionnaires, actionnaires et prêteurs. L'analyse financière faite par les ayants droit diffère d'une partie à une autre en fonction de la vision et de la nature de la relation. Les actionnaires et les prêteurs utilisent les mêmes outils d'analyse de rentabilité et de valeur actuelle et future d'une entreprise, mais l'interprétation est souvent différente. L'analyse financière s'intéresse avant tout au mécanisme de création de valeur de toute entreprise. Cette valeur évolue avec le temps et se voit altérée par la notion de rentabilité et de solvabilité, conditions nécessaires à la survie et à la pérennité de tout projet économique. Pour calculer cette valeur, il faut avant tout calculer le profit économique du projet d'entreprise. Ce PE est égal à la différence entre les ressources dégagées aux rentabilités économiques et les ressources engagées au capital employé durant une période bien déterminée. PE, profit économique, est égal à RE, rentabilité économique, moins le capital employé. Donc, PE est égal petit r, facteur du capital employé, plus petit k, facteur du capital employé. Donc, PE, le profit économique, n'est autre que petit r moins k, facteur de CE, avec CE, capital économique investi. Avec CE, le capital économique investi, où le taux de résultat économique dégagé R soit supérieur au taux de coût de capital K. L'analyse financière consiste à étudier l'information comptable et financière relative à une entreprise afin d'émettre un diagnostic. L'analyse doit aboutir à un diagnostic, donc conclure quant à la performance de l'entreprise étudiée et permettre de comprendre les déterminants, en particulier si cette performance apparaît médiocre. Une telle démarche suppose l'existence de normes et une définition préalable de la notion d'équilibre financier qui peut être la suivante. L'équilibre financier est réalisé si les apporteurs de capitaux, actionnaires et créanciers financiers sont rémunérés à concurrence du risque qu'ils encourent. On en conclut que les deux dimensions fondamentales du diagnostic financier sont la rentabilité et le risque. L'utilisation finale d'une analyse financière peut varier ainsi selon que cette analyse est faite à la demande d'un banquier, d'un gérant de portefeuille, du dirigeant de l'entreprise étudiée ou de celui d'une entreprise concurrente. Les éléments clés du diagnostic peuvent revêtir une intensité différente et l'analyse peut être plus ou moins approfondie. Cependant,
tout diagnostic financier s'articulera finalement autour des deux dimensions précédemment énoncées, la rentabilité et le risque. Rentabilité et risque est la démarche de l'analyse financière. Avant de présenter les principaux outils qui constituent l'analyse financière, il n'est pas inutile de rappeler brièvement les définitions de la rentabilité et du risque, notions et mesures de la rentabilité. La rentabilité analysée est celle des capitaux propres. Selon l'option comptable, le résultat net est censé exprimer la variation de valeur du patrimoine des actionnaires mesurée comptablement et sur l'exercice comptable. Lorsqu'on retient l'ensemble des capitaux investis par les actionnaires et les créanciers financiers, on aboutit de façon équivalente à la notion d'actif économique, qui est la contrepartie de ces capitaux. CF, la représentation du bilan financier. Les notions de rentabilité économique et de résultat économique s'apprécient alors à partir de la variation de valeur de l'actif économique. Pour mesurer la rentabilité, il est préalablement nécessaire d'évaluer les capitaux investis. Supposons que nous soyons en présence d'une entreprise cotée et que nous souhaitons mesurer la rentabilité obtenue par un actionnaire au cours du dernier exercice. Posons l'hypothèse, pour simplifier, qu'il n'y a eu ni augmentation de capital, ni distribution de dividendes au cours de cet exercice. Dans ce cas, le résultat obtenu se mesure par la variation du cours de l'action multiplié par le nombre d'actions, c'est-à-dire de la valeur du marché des fonds propres pendant l'exercice. Le taux de rentabilité s'obtient en rapportant cette variation à la valeur du marché initial des fonds propres. La méthode d'évaluation ainsi retenue apparaît objective au sens où la valeur du marché, le prix, résulte de la confrontation d'offres et de demandes multiples, donc d'un consensus entre les opinions diverses et qu'effectivement l'actionnaire aurait pu réaliser son patrimoine à cette valeur. Même si la valeur du marché connaît des fluctuations erratiques, il s'agit de la seule mesure factuelle et toute autre mesure ne constitue qu'une approximation critiquable et contestable. Encore faut-il disposer d'une théorie permettant d'estimer la valeur de marché d'une entreprise ou plus généralement d'un actif. La seule théorie suffisante en ce domaine est la théorie néoclassique qui fonde l'évaluation d'un actif sur sa capacité à sécurité des flux et sur leur valorisation à un taux qui reflète les attentes des apporteurs de capitaux sur le marché. Selon ce schéma, la valeur de l'actif d'une entreprise est l'actualisation appliquée par les apporteurs de fonds compte tenu des autres opportunités qui s'offrent à eux. Ce taux intègre le risque encouru. Le schéma d'évaluation est donc celui de la valeur actuelle. La valeur économique de l'entreprise peut donc varier en fonction de l'évolution des anticipations des flux économiques futurs et de taux requis par les investisseurs, lesquels évoluent notamment en fonction des opportunités générales de l'économie et de l'inflation. Par suite, il apparaît normal que la valeur actuelle et donc la valeur de marché d'une entreprise soit volatile. Voilà, donc on s'arrête un peu sur ce concept de rentabilité et le risque. Et les analystes ont commencé à réfléchir sur ce concept de rentabilité. Ils ont dit la valeur, c'est la valeur de l'entreprise et la rentabilité, c'est la valeur de l'action. Et on va regarder si l'entreprise est cotée, on va regarder l'action en bourse, on va dire voilà, on a commencé par un montant, on a fini par un autre et la différence c'est la rentabilité. Si on la rapporte, on la divise sur le prix de l'action au début de la période. Ça, c'est une première évaluation. D'autres disent, voilà, peut-être si l'entreprise n'est pas cotée en bourse, on va prendre les flux générés par l'entreprise, on va les actualiser et on va avoir en revenir à la notion d'actualisation et de la notion de vanne. C'est pour cela qu'on a fait un chapitre. Au début, il y a le chapitre 6. On a
on a parlé de vannes et de théories parce qu'on va dans les chapitres qui concernent l'analyse financière toujours parler de la notion de valeur actuelle nette et de taux de rentabilité interne. Seulement, il y a un problème ici, le facteur risque. Est-ce que les flux futurs sont exacts? Est-ce qu'on a bien estimé les flux futurs? Ça, d'un côté. D'un autre côté, le taux d'actualisation, est-ce qu'il est bien précis? Est-ce qu'il est un taux juste? Est-ce qu'il est un taux réel? Voilà, c'est deux problèmes qui sont évoqués. Pardon. Même si la pratique courante de l'analyse financière s'appuie sur l'information comptable qui retient schématiquement comme base d'évaluation les coûts historiques et les principes de prudence et de continuité d'exploitation. Le raisonnement économique ne doit jamais être perdu de vue. D'ailleurs, la comptabilité y fait souvent référence. Ainsi, la règle d'inventaire comptable repose sur la notion de valeur vénale. Il s'agit du prix présumé d'un bien qu'accepterait d'en donner un acquéreur éventuel de l'entreprise dans l'état ou le lieu où se trouve le dit bien. Cette notion est très proche de la notion de valeur économique, valeur actuelle économique. Les corrections de valeur appliquées par la comptabilité à partir du coût historique ont le plus souvent pour objectif de rapprocher l'évaluation comptable des actifs et des résultats de l'évaluation économique. Pardon. Le principe de prudence fait cependant que ce raisonnement n'intervient le plus souvent que lorsque la correction de valeur est défavorable. Notion et mesure du risque. La notion de risque est l'appréhension plus complexe. Très généralement, il y a risque s'il y a possibilité d'écart entre la valeur anticipée d'une grandeur et sa valeur réalisée. Ainsi, un actif est dit risqué si la rentabilité qu'il permet d'obtenir peut être différente de la rentabilité anticipée par son détenteur. Le plus souvent, le caractère risqué d'un actif est évalué en mesurant l'effectuation de son taux de rentabilité au moyen d'un indicateur statistique tel que la variance ou l'écart type. On mesure en fait sa variabilité. Une autre notion de risque, plus proche du sens commun, est également le seuil critique. On évalue ainsi la possibilité d'être déficitaire ou d'être dans l'impossibilité de faire face, par exemple, à des remboursements d'emprunt. Cette dernière vision du risque privilégie la prise en compte de cas défavorables, alors qu'une mesure de la variabilité tient également compte des cas favorables et des cas défavorables. Voilà. Il y a la notion de risque dans la rentabilité. On va évaluer l'entreprise dans le futur, mais il y a cette notion du risque, le risque que le cours diminue, le risque que les cash flows ne se réalisent pas, le risque que le taux augmente ou bien qu'il diminue. Ça, c'est les risques du monde des affaires, le risque économique, le risque qui peut même peut-être un risque naturel, un risque, une catastrophe naturelle ou bien un risque politique ou démographique. Ces risques-là, comment les évaluer? On va les évaluer à partir de la variance. Donc voilà, on a parlé de ça avant. La variance, c'est, elle calcule les écarts. Donc, elle calcule les écarts et elle prend en compte les variations entre les données sur plusieurs périodes par rapport à X bar, à la moyenne. Et cette variabilité, on va prendre la racine carrée donc, de cette variabilité et on parle ainsi de l'écart type. Et à partir de l'écart type, on mesure le risque. Chaque fois qu'il y a beaucoup de variabilité dans un projet ou dans une action ou une obligation en bourse, on dit que le projet ou l'investissement est risqué.
Ces deux acceptations du risque se trouvent dans les méthodes de diagnostic financier. Ainsi, sous l'influence des résultats de la recherche financière, l'étude du risque peut se faire selon la typologie suivante: risque d'exploitation, risque financier et risque de faillite. Le risque d'exploitation peut s'appréhender en évaluant la variabilité du résultat économique ou du taux de rentabilité économique, ou la possibilité qu'il soit négatif. Le risque financier s'analyse en étudiant la variabilité du résultat net ou du taux de rentabilité des capitaux propres, ou la possibilité qu'il soit négatif. Enfin, l'étude de risque de faillite consiste à l'analyse de la capacité de remboursement des dettes financières. Voilà. Le risque sera divisé en trois catégories. Il y a le risque économique de façon générale, c'est la rentabilité du, du résultat économique de l'entreprise. Donc, il y a aussi le risque d'exploitation. C'est en étudiant la variabilité du résultat net, ou c'est la rentabilité des capitaux propres, et il y a le risque de faillite. Le risque de faillite, et on évoque ici la notion de solvabilité ou d'insolvabilité de la société. Le fondement de cette typologie réside dans les décompositions qui peut être faite des attentes d'un apporteur de fonds propres en matière de rentabilité. On constate sur les marchés financiers que le risque est rémunéré. Plus l'investissement est risqué, plus il rapporte en moyenne. La valeur des fonds propres d'un actionnaire varie en fonction des trois types du risque précédemment identifiés. En conséquence, le taux de rentabilité requis par un actionnaire peut être présenté de la façon suivante. Taux de rentabilité est égal taux de rentabilité plus prime du risque des capitaux propres, sans risque d'exploitation, plus prime de risque de faillite, plus prime du risque financier. Un créancier financier considère quant à lui le risque de faillite, c'est-à-dire la possibilité de ne pas être remboursé, et en tiendra compte pour établir le taux de son prêt. Quoique les événements précédents insistent sur l'arbitrage entre risque et rentabilité, la démarche d'analyse financière s'articule sur la séparation étude de la rentabilité, étude de risque. Ces deux dimensions, cependant, ne doivent pas être jugées de façon indépendante. À terme, pour qu'une entreprise soit viable, le risque doit être rémunéré de façon satisfaisante, sous peine de ne plus trouver d'apporteurs de capitaux. Deuxièmement, le diagnostic de la rentabilité. L'objectif premier d'une entreprise est d'enrichir ses actionnaires. Tous les autres objectifs, tels que par exemple la maximisation de la croissance de l'activité, ne sont en fait que des objectifs secondaires qui doivent à terme être subordonnés à l'objectif de recherche de rentabilité. Quant à l'objectif de remboursement des créanciers, il s'agit en fait d'une contrainte. En conséquence, l'aspect qui doit primer dans le diagnostic financier est celui de la rentabilité, dont l'aboutissement est l'étude de la rentabilité pour les actionnaires. Les difficultés liées à la mesure de la rentabilité des capitaux propres, qui trouvent leur origine dans les divergences entre l'évaluation comptable et l'évaluation par le marché, ont déjà été évoquées. Dans le cas d'une société cotée, où on peut pratiquer aisément les deux types d'évaluation, il est toujours intéressant de s'interroger sur les causes des divergences. Une de ces causes réside dans l'absence quasi totale de prise en compte par la comptabilité de la valeur de certains actifs incorporels, tels que le capital humain ou le capital organisationnel, alors que le marché retient implicitement ces éléments lorsqu'il évalue les sociétés. En supposant que le problème complexe de mesure de la rentabilité ait été résolu et qu'on puisse accepter la mesure comptable, à quelle norme peut-on comparer cette dernière pour savoir si la rentabilité des fonds propres offerte par la société est satisfaisante? La recherche en théorie financière apporte une réponse grâce au MEDAF, le modèle d'équilibre des actifs financiers, inventé par William Sharpe, dont la relation fondamentale est RI
est égal à RF plus bêta I facteur de RM moins RF. Avec I, le taux requis sur fonds propres par un actionnaire de la société I. RF, le taux de l'actif sans risque, qui peut être évalué de façon approximative par le taux des obligations d'État. RM, le taux de rentabilité du marché, que l'on peut mesurer à partir de l'indice des actions. Bêta I, le coefficient de volatilité mesuré par rapport au covariant, par le rapport covariance RI sur RM, sur variance RM, censé représenter le risque en l'appréhendant par la covariabilité entre le taux de rentabilité de l'action I et celle de l'indice de marché. Un coefficient bêta I de 1,5 signifie que si le taux de rentabilité du marché varie de 2%, le taux de rentabilité sur l'action I varie de 3%. Autrement dit, cette relation signifie que sur le marché financier, le taux requis par un actionnaire est égal au taux de l'actif sans risque, augmenté d'une prime de risque qui dépend d'une part du coefficient de volatilité et d'autre part de la prime du risque de marché, c'est-à-dire de l'écart entre le taux de rentabilité du marché et le taux de l'actif sans risque. Voilà, le problème c'est centré sur la rentabilité des fonds propres, la rentabilité des capitaux propres. Les capitaux propres, c'est les titres et les actions qui circulent en bourse. Voilà, on va calculer la rentabilité d'un actif I. Elle ne sera, cette rentabilité, est égale à la rentabilité d'une obligation de l'État plus la rentabilité du marché moins la rentabilité de l'État. L'indice de bourse, sa rentabilité moins la rentabilité des obligations, la rentabilité fixe. Et cette valeur qu'on va trouver, on va la multiplier par le bêta I, c'est-à-dire le coefficient de volatilité du titre en question, mesuré par le rapport, la covariance RIRM, c'est-à-dire on va voir la covariance de l'indice de la rentabilité du titre par rapport au marché sur la variance du marché. C'est ça le calcul du bêta. Et le bêta, ça serait un coefficient avec lequel on mesure la rentabilité de ce titre. Et chaque fois que ce coefficient augmente, si la rentabilité du marché est supérieure à la rentabilité la rentabilité du marché des actions est supérieure à la rentabilité du marché des obligations, la différence sera supérieure, sera positive, et le bêta il est donc élevé, la rentabilité sera élevée. Donc, tout dépend de ce bêta. Chaque fois ce bêta est élevé et que la différence entre l'indice boursier des actions et l'indice des obligations est élevée aussi, la rentabilité est élevée. Pour une société cotée, la mesure de ces différents paramètres est aisée. A contrario, pour une entreprise non cotée, il est nécessaire de recourir à des approximations ou à des analogies. Ainsi, en acceptant la logique de cette relation, il apparaît qu'en aucun cas, la rentabilité offerte aux actionnaires ne peut être inférieure au taux d'actifs sans risque. Et en simplifiant, pour une même société, le taux de rentabilité des fonds propres ne doit pas être inférieur au coût avant impôt des dettes financières. En effet, un actionnaire, compte tenu du risque supérieur qu'il encourt par rapport à un créancier financier, quel qu'il soit, de pouvoir obtenir une rémunération plus élevée que le taux exigé par le prêteur. L'estimation de la prime de risque est plus délicate. On peut raisonner par rapport à des sociétés du même secteur ou plus grossièrement, on peut pratiquer la prime moyenne demandée par le marché financier. Le plus souvent, la valeur obtenue sera
une valeur minimale, car il faudrait en outre ajouter une prime d'illiquidité justifiée par l'absence de marché organisé. Une fois cette norme obtenue, la comparaison peut être effectuée avec la mesure pratiquée. Précisons cependant que la relation du MEDAF suppose une mesure faite à partir des valeurs du marché. Le recours à la mesure comptable implique donc des biais importants. De toute conclusion doit être tirée prudemment. A. Le schéma explicatif constitué par la relation de l'effet de levier financier. La relation de l'effet de levier financier permet de comprendre le lien qui existe entre le taux de rentabilité des capitaux propres, le taux de rentabilité économique et l'endettement. On démontre à partir de la mesure comptable de la rentabilité la relation suivante. KC est égal à KA plus KA moins KD sur dette sur fonds propres. KC représente le taux de rentabilité des capitaux propres, KA le taux de rentabilité économique, KD le coût de la dette financière, D le montant de la dette financière évalué comptablement, CP le montant du fonds propre évalué comptablement. Tous ces taux sont mesurés après prise en compte de l'incidence de l'impôt sur les bénéfices. Les dettes financières comprennent l'ensemble des dettes financières, quelle que soit leur échéance. Cette relation permet de comprendre l'incidence de l'endettement sur le taux de rentabilité des capitaux propres. Supposons par exemple que l'entreprise ne soit pas endettée. Dans ce cas, le taux de rentabilité des capitaux propres est de toute évidence égal au taux de rentabilité économique. Le supplément des richesses revient intégralement aux actionnaires. En cas d'endettement, et si le taux de rentabilité économique KA est supérieur au coût de la dette, il se produit en effet un effet de levier positif sur la rentabilité des capitaux propres, d'autant plus important que le ratio d'endettement est élevé. Le taux de rentabilité des capitaux propres est alors supérieur au taux de rentabilité économique. La différence entre les deux taux permet de mesurer l'effet de levier financier. On remarquera que si le taux de rentabilité économique se révèle inférieur au coût de la dette, l'effet de levier joue négativement. Bien entendu, les entreprises qui ont recours à l'endettement supposent qu'elles obtiendront une bonne rentabilité économique et que l'effet de levier jouera positivement. En contrepartie, il y a cependant un risque pour les actionnaires. L'effet de levier amplifie la variabilité du taux de rentabilité des capitaux propres, c'est-à-dire le risque financier, et cet effet est d'autant plus prononcé que le recours à l'endettement s'accroît. La loi économique qui veut qu'il n'y ait pas de rentabilité supplémentaire sans risque supplémentaire continue de s'appliquer. La stratégie du levier financier apparaît être une stratégie risquée. La recherche de l'effet de levier financier permet de dégager deux variables fondamentales, la rentabilité économique et le recours à l'endettement, pour analyser le niveau et l'évolution du taux de rentabilité des capitaux propres. Parmi ces deux analyses spécifiques, avant de répartir la richesse créée entre les actionnaires et les créanciers financiers, il faut d'abord étudier comment cette richesse a été sécrétée par l'actif économique. La variable d'endettement apparaît alors comme une variable d'ajustement. Son rôle peut d'ailleurs être précisé en scindant l'effet taux lié au coût de la dette à l'effet ratio d'endettement. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.